Bien, donc cette session plénière est la 5e et dernière du colloque. Donc on arrive au bout. On arrive au bout. Après, on a prévu un petit cocktail. Voilà, donc restez jusqu'au bout. Donc il nous a paru important de clôturer ce colloque autour de la question de l'avenir du rail, parce que les enjeux sociétaux sont vraiment énormes à nos yeux. Le rail doit avoir une place, je pense, fondamentale, centrale, par rapport à des politiques notamment de transition, des politiques de durabilité. Et dans ce cadre-là, il nous a paru important de revenir sur cette question de l'avenir du rail. Je pensais intervenir après la table ronde, mais en fait, je peux le faire maintenant, ce qui permet de dégager du temps. Voilà, je pense que les échos qu'on a de la manière dont le colloque a été perçu, elles sont très bonnes. Enfin, ils sont très bons, les échos. Il faut peut-être. On ne sait jamais, ça va. On ne sait jamais, ça peut déraper maintenant. Ça peut déraper. Il y a peu de risques. Je propose que tu attends un petit peu. Je propose que tu fasses ça tout à la fin. C'est pour ça que je... Voilà, donc pour aborder cette question de l'avenir du rail, on a rassemblé un panel de représentants des travailleurs, de représentants des usagers. Et on leur a dit, voilà, ce qui nous paraît important, c'est que vous preniez 10 minutes. On vous donne 10 minutes pour intervenir sur des points qui sont vraiment centraux pour vous. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très dynamique et de favoriser les échanges avec la salle, le débat avec la salle. Et donc, on va d'abord donner la parole aux représentants des travailleurs et puis aux représentants des usagers, ou l'inverse, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de préséance. Travailleurs ? Voilà. Et donc, si on donne la parole aux représentants des travailleurs, on commence par la CGSP ou la CSC ? Par Pierre Lejeune, qui est président de la CGSP cheminot. Donc Pierre, je te cède la place et puis on donnera la parole à Marianne Lerouge, qui est responsable générale de la CSC Transcom. Merci. Mais tout d'abord, merci pour l'invitation. Je pense que c'est toujours important de pouvoir venir exprimer le point de vue des travailleurs, le point de vue des cheminots. Vous savez sans doute, 2021 a été décrétée l'année européenne du rail, mais on parle toujours bien de l'année européenne du rail, on parle rarement de l'année européenne des cheminots. Or, sans les cheminots, le rail ne serait pas grand-chose. Donc je pense que c'est toujours important de pouvoir aussi vous donner notre point de vue, nos appréciations sur l'état et aussi évidemment l'avenir. Mais on ne peut pas parler de l'avenir sans devoir évoquer un peu le passé, parce que la situation du rail, elle est aussi la conséquence de choix politiques du passé. Et donc mon intervention se limitera à 3 points. C'est sur l'évolution de la structure de nos chemins de fer belges, toute la politique financière qui est aussi assortie, et bien entendu le point de vue du personnel et l'évolution du personnel au cours des dernières années, puisque vous allez voir que ça a quand même des conséquences sur la qualité du service qui est assuré. Sur l'évolution de la structure que l'on connaît actuellement, elle est le fait de l'évolution principalement liée à la volonté de libéralisation du rail qui a été décrétée par l'Union européenne. Dans un premier temps, c'est évidemment le secteur marchandises qui a été libéralisé en 2007 et on prêtait évidemment des vertus à cette libéralisation pour le secteur marchandises et la principale vertu, c'était de pouvoir assurer un transfert modal de la route vers le rail, et de mettre fin au monopole des sociétés historiques, des sociétés étatiques qui avaient aussi une direction de transport marchandises. Aujourd'hui, on peut dire que le seul objectif qui est atteint, c'est le premier, puisqu'il n'y a plus du tout de service marchandises au sein de la SNCB. La SNCB ne fait plus que transporter des voyageurs.
Le secteur marchandises a complètement disparu, a été externalisé, libéralisé, privatisé. Donc cet objectif-là, en tout cas, il a été atteint. Par contre, sur le transfert modal, je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, puisque là, effectivement, les ambitions qui étaient affichées sont très loin d'être rencontrées. En Belgique, on doit être globalement à un transport marchandises qui atteint les 10% environ, et à l'échelle européenne, c'est environ 18%. La marge de progression entre 2007 et aujourd'hui est très faible, puisqu'elle doit être de l'ordre de 3-4% tout au plus de transfert modal. Quand on voit les moyens qui ont été déployés et les restructurations qui ont été imposées aux sociétés de chemin de fer historiques, pour en arriver à cela, je trouve que c'était vraiment un concept tout à fait idéologique, dogmatique de la part de l'Union européenne, que de vouloir à tout prix cette libéralisation. Mais il n'en reste pas là. Il ne tire pas les conclusions de l'échec de cette libéralisation et on continue à aller plus loin. Et aujourd'hui, c'est la libéralisation du secteur voyageur intérieur qui est sur la table. Vous avez sans doute, j'imagine, entendu qu'on allait octroyer à la SNCB, et tant mieux, on s'en réjouit, pour les 10 prochaines années, les missions de service public. Mais on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore les conditions dans lesquelles ça se passera. Mais on continue toujours dans cette voie de la libéralisation sans qu'on ait fait un bilan, sans qu'on tire des conclusions, sans qu'on ait pu véritablement faire une évaluation de l'efficacité des mesures qui ont été décidées. Et donc, c'est ainsi aussi que la SNCB a, en 2014, vu sa structure modifiée, puisqu'on partait d'une société intégrée, comme on l'appelait, c'était une société unique, où tous les services étaient regroupés au sein d'une seule et même entreprise. Mais à partir de 2014, on a scindé tout ça. Il y a eu la partie gestionnaire de l'infrastructure qui est Infrabel, l'autre partie qui a été la SNCB comme opérateur ferroviaire. Et entre les deux, un peu à la demande d'ailleurs des organisations syndicales, on a maintenu HR-Rail pour ce qui concerne l'unicité du statut du personnel et l'unicité du dialogue social, qui, à nos yeux, est évidemment tout à fait important. Sinon, toutes les dérives étaient permises, mais c'était pour nous essentiel qu'il y ait un seul endroit où on puisse pratiquer le dialogue social et un seul statut du personnel pour l'ensemble des cheminots, qu'ils soient à Infrabel ou qu'ils soient à la SNCB. Aujourd'hui, on entend que ce modèle pourrait ne pas résister aux offensives de certains, puisqu'on pense que le modèle HR-Rail n'a plus sa place là et qu'il faudrait véritablement aller plus loin dans la séparation de l'infrastructure et de l'opérateur. Aujourd'hui, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais c'est une, en tout cas, des craintes que nous avons par rapport à l'avenir. Alors, sur les moyens budgétaires, sur les moyens financiers qui sont attribués aux sociétés de chemin de fer, là, il y a beaucoup à dire. Les chemins de fer ont longtemps été, et c'est encore le cas aujourd'hui, j'y reviendrai avec un exemple concret, une norme d'ajustement budgétaire. On a toujours des projets ambitieux pour le chemin de fer, mais ils arrivent très rarement à échéance, puisque entre-temps, on doit faire des économies, et bien souvent, lorsqu'on doit faire des économies, eh ben, c'est dans les services publics, et en particulier au chemin de fer, que l'on demande de réaliser ces économies. Un simple exemple, sous le gouvernement précédent, entre 2015 et 2020, c'est 3 milliards qu'on a économisés sur les investissements et les dotations d'exploitation pour le chemin de fer. Tout ça est en parfaite contradiction, évidemment, avec une politique ambitieuse en faveur du rail, en faveur du développement du ferroviaire. Et la conséquence, c'est évidemment un sous-investissement dans les chemins de fer, ce qui, évidemment, porte préjudice à la qualité du réseau, à l'entretien du réseau, qui peut conduire à des ralentissements de la vitesse commerciale, qui peut conduire, dans le cas plus grave, à des fermetures de lignes. Et donc, c'est un petit peu tout ça qui est remis en cause. Et on a un peu de doute, parce que ce gouvernement-ci, lorsqu'il a été installé, a fait une déclaration tout à fait ambitieuse. D'une part, je l'ai cité, a dit, ben voilà, c'est la SNCB qui continuera à être l'opérateur pour les missions de service public pour les 10 prochaines années. Fort bien, mais encore faut-il que la SNCB bénéficie des subsides nécessaires pour se redéployer et accroître son offre. Jusqu'à présent, on n'a encore rien vu venir, si ce n'est des déclarations d'intention. Et on a un petit peu l'impression aujourd'hui qu'on met la charrue avant les bœufs, si vous me passez l'expression,
puisqu'on parle de faire... C'est un peu comme si vous avez une maison, et on parle déjà de faire des travaux d'extension de la maison, mais on n'a pas encore réparé le toit qui est plein de fuites et qui laisse passer l'eau dans la maison. Et donc, on trouve qu'il faudrait peut-être réparer le toit et permettre à la maison d'être bien isolée avant de parler d'extension. Si vous me permettez cette comparaison, mais je trouve qu'on est vraiment dans ce schéma-là aujourd'hui. Tout le monde a des beaux projets, tout le monde vient les étaler dans la presse, on a le sens de la communication, mais concrètement, on ne voit rien venir sur le terrain. Et je pense que cela, c'est un peu désolant, et ce n'est pas cohérent dans la politique actuelle de ce gouvernement en faveur d'une mobilité douce, des enjeux environnementaux et j'en passe. Je prends deux exemples. Un premier dossier est arrivé début de cette année, vous l'avez sans doute vu, entendu et suivi. On a décidé de fermer 44 guichets. Est-ce que c'est vraiment une politique cohérente pour le développement du service public, pour le développement du ferroviaire? Il faut aller se poser la question. Mais donc, politiquement, on a fait ce choix. Mais c'est le même gouvernement qui nous dit qu'il a une politique ambitieuse en faveur du service public et en faveur du rail. Dernièrement, on a appris que le Cairn avait décidé d'une économie linéaire et cumulative de 98 millions, c'est-à-dire 6 millions par an, sur la dotation d'exploitation d'Infrabel. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais la dotation d'exploitation d'Infrabel, c'est très important. C'est ce qui permet à Infrabel de vivre au jour le jour, de maintenir le réseau en état et surtout de recruter du personnel pour assurer ces tâches. Et encore une fois, puisque la dette d'Infrabel est consolidée par l'État, on décide de mesures linéaires d'économie pour tous les services publics de l'État et on met Infrabel dedans et on dit, ben voilà, vous allez vous passer de 94 millions sur votre dotation d'exploitation. C'est encore une fois pas cohérent par rapport aux déclarations d'intention qui ont été citées au début de la mise en place de ce gouvernement. Alors le personnel, ça c'est quand même notre point fort, il a quand même subi pas mal de modifications au cours des dernières années. En 30 ans, il faut savoir que les effectifs de la SNCB en 1990, c'était environ 50 000 agents. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 29 000 agents. Donc, personnel, il n'a fait que diminuer. Donc, tout ça ne contribue pas, évidemment, à pouvoir assurer encore une mission de service public dans les meilleures conditions. Alors, que se passe-t-il? On externalise certaines activités, on se sépare de pans d'activités complets que pour pouvoir faire face aux tâches du quotidien avec le personnel qu'on a. Et encore une fois, avec même ce gouvernement dans lequel on avait placé quand même certains espoirs, on est face au même problème. Depuis le 1er septembre de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, ce sont de nouveau 1000 emplois qui ont disparu au sein des chemins de fer. Et donc, encore une fois, c'est contradictoire avec les ambitions affichées par certains. Ça nous interpelle quand même. Et ça ne nous rassure pas. Ça ne nous rassure pas parce que les contrats de gestion sont en négociation pour l'instant. Et surtout, on va y attribuer les moyens financiers, tant en exploitation qu'en investissement, pour permettre d'exécuter les missions que l'État va confier aux chemins de fer. Et lorsque vous avez toujours la courbe du personnel qui continue à descendre et qu'on ne connaît pas encore les investissements et qu'on voit déjà qu'il y a des mesures qui sont prises comme la diminution de la dotation d'exploitation d'Infrabel, je pense que ce ne sont pas des bons signaux qui sont envoyés vers le personnel. En plus, on précarise un petit peu l'emploi pour l'instant, puisque vous savez que le personnel est engagé dans les conditions du statut, ce sont des agents statutaires, mais là aussi, progressivement, on engage de plus en plus des contractuels. Donc on précarise l'emploi au sein des chemins de fer. Ça, c'est une tendance qui se poursuit. C'est une tendance qui se poursuit, et ce n'est pas un bon signal non plus. Il y a aussi des pertes de connaissances internes, puisque si on ne recrute pas régulièrement, si on n'approvisionne pas régulièrement en membres du personnel, que va-t-il se passer? Il y a des connaissances qui sont perdues, et donc nous on souhaiterait que la transition entre les anciens et les plus jeunes puisse se faire de manière plus harmonieuse, de telle sorte à pouvoir maintenir les capacités, les connaissances en interne. Donc en conclusion, pour ne pas être plus long, moi je pourrais vous dire que le transport marchandises, en ce qui nous concerne, devrait être déclaré d'utilité publique. Je pense que l'État devrait se réapproprier à un moment donné le transport marchandises et en particulier dans le secteur ferroviaire, puisque si les sociétés historiques ont complètement disparu au sein de l'Europe, pour la SNCB évidemment, on a vu apparaître des grands groupes qui, eux, sont aussi
qui ont aussi un monopole comme les sociétés historiques l'avaient. On a déplacé un monopole public vers des monopoles privés, mais le monopole, il existe toujours. Je pense que dans le contexte actuel, face aux défis climatiques notamment, l'État devrait se réapproprier le secteur marchandises par le rail et le déclarer d'utilité publique. En ce qui nous concerne également, nous pensons que la concurrence devrait laisser la place à plus de coopération entre les réseaux. Ce n'est pas en plaçant les entreprises en concurrence les unes contre les autres qu'on va résoudre les problèmes de mobilité dans le ferroviaire. Nous sommes des ardents défenseurs de la coopération entre les réseaux. On voudrait revenir aussi à une société qui soit une société intégrée. Ça permettra d'avoir un seul pouvoir de décision. Ça permettra des économies d'échelle sur le fonctionnement des chemins de fer, puisqu'aujourd'hui, vous avez 2 services de communication, vous avez 2 services du personnel, vous avez 2 services informatiques, tout ça a multiplié les coûts au sein de l'entreprise. Une entreprise intégrée répondrait mieux à la réalité des besoins. Enfin, il faudrait une politique de financement qui soit réellement ambitieuse et qui s'affiche sur le long terme. Faire des projets sur le court terme, sur 4-5 ans, et puis lorsque la majorité gouvernementale change, remet en cause ces projets d'investissement, évidemment, ce n'est pas de nature à permettre le développement de l'entreprise dans des conditions favorables. Il faut des projets qui soient beaucoup plus ambitieux sur le long terme. Et enfin, il faut bien évidemment des recrutements. Il faut des recrutements indispensables, des recrutements statutaires, je l'ai dit, afin de pouvoir pérenniser l'emploi au sein de l'entreprise, de telle sorte à pouvoir répondre aux défis de demain. Enfin, moi, je terminais sur un point d'actualité qui m'a quand même fort interpellé ces derniers jours. Penser qu'on va résoudre les problèmes de la mobilité en disant demain on rase gratis et on voyage gratuitement au sein des chemins de fer, c'est une très mauvaise option, parce que la gratuité, ça n'existe pas, on le sait tous. Il y a toujours quelqu'un qui doit payer. Mais je pense qu'avec les quelques exemples que je viens de vous donner maintenant, dire que demain on va trouver 700 millions que pour rendre la SNCB gratuite, je pense qu'on devrait plutôt d'abord se donner les moyens de pouvoir renforcer le secteur ferroviaire aujourd'hui et de pouvoir le développer, d'augmenter l'offre et d'assurer la pérennité des chemins de fer dans les meilleures conditions. Voilà, moi je ne serai pas plus long, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Marianne. Merci beaucoup. D'abord le film. D'accord. Quand chacun des cheminots travaillera pour TER, VFE, ou peut-être Air France, ou peut-être Virgin, eh bien, les choses seront encore pires parce que on ne travaillera plus pour le même prestataire de service, donc on n'aura même plus besoin d'échanger. Et ce qui est terrible, c'est que dans la relation, la solidarité, on va s'en foutre, quoi. Un gars qui arrive du TER, par exemple, et qui est à la bourre et qui doit prendre un train Virgin et qui le rate, eh bien, comment on va le traiter, ce gars-là? Virgin, il va dire, moi je m'en fous, hein. C'est pas moi qui est à la bourre, hein. Moi j'ai fait partir mon train à l'heure, hein. C'est le train de TER, hein. Donc c'est à TER de se démerder. André, juste à la voie de Lyon, il y a le 515 qui est tracé avec un quart d'heure là. Il y a un voyageur pour Toulon, du coup on est sur la Corrèze, voie L sur voie 5 et c'est le petit Alain qui attendra. Aujourd'hui, là où on met l'argent, c'est sur les TGV parce que ça remplit le plus de monde. Et après sur les TR, eh ben, la SNCF n'arrive pas à mettre les moyens que la région, par exemple, voudrait avoir. Et donc les exemples, ils sont là, quoi. D'un quai à l'autre. Vous avez un gars qui vient en gare tous les jours bosser, qui se prend au moins son heure de retard tous les jours, si ce n'est pas plus, qui est hyper excédé, qui va y aller dans des conditions difficiles, parce que souvent il n'y a pas assez de voitures, donc ils sont coincés les uns sur les autres, ils ne peuvent même pas s'asseoir, ils font la moitié du voyage debout. Et en face, on a des TGV qui sont pratiquement tout le temps à l'heure, avec des prestations de services qui sont excellentes. Donc c'est ça que nous, on vit mal, quoi.
on vit mal parce que cette séparation financière, elle sépare aussi les gens et elle sépare les voyageurs face à l'accès au train. Regardez ça parce que j'ai la voie G à faire partir, la voie H à faire partir et si en même temps il faut que je monte à la voie 5, ça va être dur. On veut nous faire travailler comme une entreprise lambda et qu'une fois qu'on sort de l'entreprise, on ferme le rideau et qu'on ne pense plus chemin de fer. Moi je vis chemin de fer. L'engagement ouvrier, l'engagement... Quand je regarde un peu mon passé et tout, je pense que ça fait partie de moi. Mais disons, il s'est accentué ici. Ici, j'ai appris à l'exprimer. La valeur d'engagement, c'est de faire en sorte que les gens prennent un train de qualité. On se bat pour ça. Aujourd'hui, si le travail n'est pas de qualité, c'est pas forcément notre faute. Moi, je vis mal parce que même des proches, que ce soit des amis, les gens face à nous, on a l'impression qu'ils nous prennent un peu pour des feignants, des nantis. Quand les gens ils rentrent un peu dans notre univers, j'ai l'impression qu'ils arrivent à le comprendre. Des fois, par contre, les cheminots, ils ont du mal à l'exprimer. Ils ont du mal à l'expliquer. L'amertume, elle n'est pas seulement le fait qu'il rentre dans l'entreprise, c'est que notre travail, quelque part, se dévalorise. On est tellement sectionné qu'il nous échappe le but et le sens du travail, qui est la formation du train, la circulation du train, l'acheminement et le service au client. On ne peut plus rien organiser, quoi. Des tourne-boutons. Voilà. J'étais agent de circulation, je deviens tourne-bouton. C'est différent, mais bon. Poste de Gravelot, mécanicien du 61 078. Je fais qu'un petit bout et je ne connais plus le reste. Je suis détaché de l'ensemble de la chaîne logistique. Moi, je m'étais bien réalisé dans mon boulot, je n'avais pas de soucis. Et je perds le goût du travail. Ouais, j'ai perdu le goût du travail. Il y a peut-être une partie de l'âge, mais il y a sûrement une partie de ce changement qu'on nous impose. Voilà, qu'on nous impose. Et puis, cette façon d'avoir été traités un peu comme des pions. Voilà. Alors que ce n'est pas une maison où on avait l'impression d'être un pion. Et on ressent ça très amèrement. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation, parce que les 2 jours que nous avons vécu ici, mes collègues et moi-même, on a eu la possibilité d'avoir des interventions vraiment de qualité et qui ont conceptualisé un petit peu ce que nous vivons au quotidien. Et donc c'était très parlant pour nous de comprendre en fait tous les mécanismes qui sont derrière ce que nous vivons, ce que nous ressentons au plus profond de nous. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de vous montrer ces extraits de films. Donc c'est un film français, vous l'avez bien compris, la région du PACA. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, je vous enjoins vraiment à aller consulter le site et aller voir ce film parce qu'il est extrêmement bien fait. Il date de 2010. Mais donc, il exprime tout à fait ce que nous ressentons ici en Belgique encore aujourd'hui. Donc, ils ont traversé les mêmes crises et nous, on est un petit peu décalés par rapport à la SNCF, mais c'est tout à fait les mêmes mécanismes que nous expérimentons aujourd'hui. Donc, comme l'a très bien souligné mon collègue Pierre, nous avons derrière nous quelques années d'austérité budgétaire au niveau des chemins de fer belges, avec des économies drastiques, surtout imposées lors de la dernière législature. Et donc, nous avons perdu, ici, entre 2014 et 2019, la dernière législature, 1000 cheminots par an, c'est-à-dire 1000 cheminots qui n'étaient pas remplacés, qui partaient à la pension et qui n'étaient pas remplacés. Et donc, ça a induit une hausse de la productivité. Donc, globalement, il y a eu 20% de productivité en plus et 20% d'économie aussi dans la dotation et donc dans les budgets essentiellement d'exploitation, comme Pierre l'a très bien expliqué.
Et donc, parallèlement à ces mesures, donc on a connu effectivement la séparation vraiment de manière assez stricte entre le gestionnaire d'infrastructure et l'opérateur ferroviaire, mais aussi on a toute une nouvelle culture d'entreprise. Je ne sais plus qui parlait hier, je pense que c'est M. de Kemeter d'Infrabel, avec une entreprise plus jeune et plus dynamique et avec une nouvelle culture d'entreprise. Donc effectivement, on voit vraiment que le gestionnaire d'infrastructure s'éloigne de la SNCB. Et à la SNCB, par contre, on a connu énormément de scissions, de fusions de services, de réorganisations internes, beaucoup de changements dans les différentes directions. Et donc, tout cela a eu comme conséquence une perte de sens au travail. Et donc, c'est un petit peu ce que l'agent de la circulation explique ici. La perte de sens au travail qui est due d'une part à des nouvelles méthodes de management qui sont essentiellement basées sur celles du privé. Donc on avait hier ici une personne qui analysait un petit peu le New Public Management et son application dans le secteur public. Donc c'est vraiment toutes ces techniques-là qui sont appliquées chez nous, essentiellement au niveau des ressources humaines. Ça a beaucoup évolué, donc toutes des techniques du privé. Et également une perte, comme Pierre l'a souligné, une perte d'expertise technique, une perte de connaissance de la réglementation, et donc qui sont quand même des choses assez essentielles en termes de sécurité, notamment pour les voyageurs et pour le personnel. Donc, une autre chose que nous avons constatée, donc c'est comme cela aussi est expliqué dans l'extrait, c'est le fait que chacun devient une personne morcelée dans son service, dans son département, ne connaît plus que son activité et n'a plus la vision d'ensemble qu'on pouvait avoir il y a quelques années encore en étant cheminot. Quand on était recruté, on arrivait et on nous expliquait toi tu contrôles les trains, mais voilà le conducteur, voilà ce qu'il fait, on va visiter une cabine de signalisation. On avait une vision assez générale de l'ensemble des chemins de fer belges et du fonctionnement, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc c'est chacun dans son coin, chacun fait sa tâche et son boulot, et ça s'arrête là. Et donc c'est quelque chose qui est assez mal vécu, surtout par la génération intermédiaire, en fait, je vais dire, parce que l'ancienne génération aspire essentiellement à partir et à quitter l'entreprise et à partir à la retraite. Non, quand même, souvent c'est ce qu'on entend. Les jeunes qui arrivent n'ont pas encore ou n'ont pas connu cette culture cheminot et bon, donc ne ressentent pas cette perte, mais la génération du milieu qui a encore 10, 15 ans à faire, eux, ils ont vraiment du mal à suivre tous ces changements. Donc tout ça, voilà, c'était pour un petit peu vous brosser le tableau du passé, donc on va dire 2014-2019. Et puis on a connu tous, ici dans la salle et partout dans le monde, deux crises majeures. Donc la première est climatique. Et donc en Belgique, on a été particulièrement interpellé par toute une jeune génération qui a été très active sur la question dès 2019. Avec, vous l'avez tous vu, de nombreuses manifestations, etc. Et ils ont, à juste titre, montré à l'ensemble de la population l'urgence de l'enjeu climatique. La deuxième crise que nous avons et que nous traversons encore, c'est la crise sanitaire. Et donc, toutes les deux ont été particulièrement douloureuses en termes humains, parce que nous avons encore malheureusement connu des inondations dramatiques ici en Belgique dernièrement, avec y compris des conséquences très importantes sur le réseau ferroviaire, puisqu'on est à des réparations, on va dire, à hauteur de 50 millions. Donc c'est assez conséquent, au-delà évidemment des deuils que toutes les familles ont dû subir. Et donc au niveau de la crise sanitaire, ça nous a montré des choses très concrètes, donc notamment le fait que les cheminots de la SNCB et donc d'Infrabel étaient sur le pont. Donc le trafic des trains, contrairement à d'autres pays, ça n'a pas été le cas partout en Europe, le trafic des trains ne s'est jamais arrêté. En Belgique, donc même pendant le confinement total, où tout le monde était confiné à la maison, les trains, eux, ils ont continué à rouler. Et donc tous les cheminots ont dû continuer à assurer le service.
Et Madame Dutordoir, donc la CEO de la SNCB, a été auditionnée au Parlement au mois de juillet 2020. Donc, c'est un bilan intermédiaire de la crise sanitaire. Et alors, elle dit ceci. Au Royaume-Uni, le Department for Transport a annoncé le 23 mars dernier la suspension de toutes les franchises pour une durée de 6 mois et le transfert temporaire des risques sur les revenus et sur les coûts vers l'État anglais. L'État autrichien, lui, a procédé à l'attribution directe temporaire d'un contrat de service public sur la ligne Vienne-Salzbourg, laquelle était auparavant 100% commerciale, c'est-à-dire non subsidiée en temps normal, pour assurer la continuité du service. Et l'entreprise allemande Flixtrain, dont quelqu'un a parlé ce matin, je pense, a annoncé renoncer à introduire une demande de sillon pour le développement de nouvelles relations en 2021 sur les réseaux français et belges. Donc, Madame Dutordoir, qui plaidait à ce moment-là pour l'attribution directe de l'OSP à la SNCB, a voulu démontrer par là qu'en temps de crise, c'est quand même l'État, c'est quand même la société publique qui, elle, continue à assurer les missions, tandis que les sociétés privées ont soit jeté l'éponge, soit renoncé à faire de l'open access parce que, n'y voyant pas trop d'intérêt, étant donné que les trains étaient complètement désertés au plus fort moment de la crise sanitaire. Et donc cette crise sanitaire, elle nous a aussi rendu à tout un chacun visible toute une série de travailleurs qui étaient jusque-là invisibles. Les chemins de fer, comme d'autres services, ont été en Belgique reconnus comme services essentiels pour la collectivité. C'est la première fois, on dit ça souvent en France, mais en Belgique, c'était quand même la première fois. En général, c'est plutôt le discours inverse qu'on entend. Et donc, nous, on se pose vraiment la question maintenant s'il est encore judicieux de parler de libéralisation, d'impératifs de rentabilité qui vont bien au-delà d'une bonne gestion financière d'un outil public. Parce que ce qu'on a vu, c'est que s'il y a bien un pan de la vie économique et industrielle qui a continué pendant la crise, ce sont les services publics. Tantôt les soignants, évidemment, le personnel qui est en première ligne, mais les chemins de fer également, la justice, la police, tous les services régaliens, ils ont continué à fonctionner. Et donc, tous ont été fidèles au principe de continuité. Et donc, pour nous, il est encore plus évident aujourd'hui que ce n'est ni opportun, ni judicieux, ni même moral de laisser ces activités aux mains du marché. Et donc, on plaide pour le maintien de l'activité ferroviaire au service public. Et on ne le voit pas comme un dogme, mais vraiment comme une évidence, parce qu'il s'agit d'assurer aux citoyens l'exercice de ses droits élémentaires, c'est-à-dire pouvoir se déplacer, pouvoir être soigné, avoir accès à la justice, être en sécurité. Donc ce sont vraiment des principes de base pour tous les citoyens. Et donc, nous pensons que si on doit se tourner vers l'avenir, qui est quand même le thème ici de la conclusion de ce colloque, c'est d'avoir toujours en tête les leçons de cette crise et de ne certainement pas l'oublier. Alors l'Europe nous indique en tout cas aujourd'hui qu'elle a saisi ce momentum de ces crises. Elle parle au niveau de la Commission d'une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente. Et en Belgique, le Premier ministre indique lui-même sur son site que la relance économique belge s'inscrit pleinement dans le cadre d'une transition vers une économie durable et numérique. Et donc les chemins de fer, maintenant dans tous les plans de relance, comme Pierre l'a expliqué également, sont présentés comme l'investissement absolument indispensable et nécessaire pour assurer cette transition écologique et numérique. Et donc c'est le troisième défi en fait auquel les chemins de fer sont confrontés, c'est effectivement le défi de la digitalisation. Donc on a un peu abordé cette question, pas beaucoup dans ce colloque, mais c'est quand même quelque chose qui fait de plus en plus partie de notre quotidien. Et en soi, ce n'est pas un problème et ça ne l'a jamais été. Donc, dans le sens où ce sont des entreprises technologiques, qui ont toujours évolué. Donc, moi, personnellement, j'étais accompagnatrice de train, donc contrôleuse, je ne sais pas comment on dit en France, contrôleuse, ouais, ok.
Et en 96, hein, donc je n'ai pas l'impression d'être si vieille que ça, mais on travaillait encore à l'époque avec un distancier. Donc on avait la gare X et la gare Y et un graphique, et ça faisait autant de kilomètres, et donc on devait faire un calcul mental et faire des billets à la main pour dire, voilà, monsieur, ce sera autant pour un aller-retour. Aujourd'hui, les accompagnateurs de train, ils ont des montres connectées. Ils ont des GSM, ils ont des ordinateurs portables qui impriment les billets, qui scannent les cartes Mobip, etc. Donc voilà, on est vraiment, allez, on n'a jamais cessé d'évoluer à ce niveau-là. Et donc on est même plus loin au niveau d'Infrabel. Donc ils utilisent l'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive via des drones notamment. Ils sont aussi en train de travailler avec l'université de Gand pour, via le big data, récolter un tas de données sur les retards des trains pour voir comment on pourrait améliorer la ponctualité. Donc on est en plein shift digital, numérique et d'intelligence artificielle. Ça ne nous pose pas de problème dans l'absolu. Là où ça nous pose un problème, c'est quand on indique, tout comme Pierre l'a dit également, que la machine doit absolument remplacer l'homme. Donc, dans les guichets, nous avons fait avec la CEC donc, une étude de terrain. Donc, on est allé à la rencontre des voyageurs et on leur a demandé leur avis. Et donc, tous nous ont dit de manière unanime, ça ne nous dérange pas qu'il y ait des automates, mais en complément du guichetier, pas à la place du guichetier. Voilà. Donc, en conclusion, nous sommes effectivement à l'aube d'une nouvelle ère, on veut y croire. On reparle d'investissement, on reparle d'infrastructure. Donc, comme vous le disiez hier, monsieur le ministre Gilles Quinet, je pense que c'était vous, hein, qui l'aviez interpellé en disant, voilà, oui, mais tous les ministres disent la même chose, hein, c'est un peu vrai, dans les discours. Mais donc, nous aussi, on veut bien y croire, mais donc, ce qu'on constate quand même, c'est que, effectivement, on parle d'investissement dans l'infrastructure, mais dans tout ce qui est moyen donné aux cheminots et donc au budget d'exploitation, là, on est de nouveau avec les vieilles recettes de diminution et de presser le citron du personnel. Donc, mettre de l'argent dans le rail, c'est nécessaire. Dans les trains, c'est indispensable. Mais sans le cheminot, le train ne quittera jamais la gare. Voilà, je vous remercie. Je suis un peu stressée, mais... Maintenant, on va passer la parole à des représentants des usagers. Je vous propose de commencer par Interenvironnement Wallonie. Ça va? Et donc, Interenvironnement Wallonie, c'est Denis Jacob qui représente cette association, qui est une association, il est chargé de recherche, Interenvironnement Wallonie. Chargé de mission mobilité. D'accord. Pour le thème exact. Il faut être précis. Et donc, Interenvironnement, pour nos collègues français et étrangers, c'est une grosse association de défense de l'environnement. Oui, effectivement. On a une plateforme, on a une fédération qui représente une centaine d'associations environnementales. Donc 10 minutes. Oui, je vais essayer. Je vais mettre ma... Je vais rester là, alors. Voilà, donc effectivement, moi je vais vous parler un petit peu environnement aussi, même si on est assez proche évidemment de ce que vivent les voyageurs au quotidien. Nous, pour l'avenir du rail, évidemment, on en a parlé déjà pas mal, mais bon, on ne rentre pas dans les détails. C'est effectivement un outil essentiel pour le shift modal, pour le transfert modal, dans le contexte de la crise climatique. Bon, voilà, le secteur des transports... Il faut être honnête, des secteurs qui pèsent de plus en plus lourd dans les émissions de gaz à effet de serre depuis maintenant 20-30 ans, puisque c'est le secteur qui a explosé finalement en fait ses émissions, alors que quasiment tous les autres secteurs diminuaient. Et évidemment, ce n'est pas dû au rail, ça c'est certain, puisque le rail en Belgique, ça représente 0,4% des émissions de CO2, alors que le transport en représente 25%, comme à peu près au niveau européen. Donc on voit bien que le rail est une solution par rapport évidemment à
au tout à la voiture qu'on a connu et qui s'est développé via des politiques de logement, des politiques d'aménagement du territoire qui existent maintenant depuis de nombreuses décennies et qui arrivent à une situation évidemment problématique. Revenir en arrière n'est pas spécialement facile. On parlait de fret et autres. Le nombre de zonings qui ne sont pas reliés au fret est de plus en plus important. Enfin, au niveau ferroviaire est de plus en plus important et c'est compliqué de venir à l'améliorer cette situation-là. Alors, voilà, l'environnement, nous, notre objectif, effectivement, c'est d'avoir pour de plus en plus de personnes qui prennent de manière générale les transports en commun ou les modes actifs. Voilà, clairement, essayer de vider de plus en plus nos routes de la voiture. On sait bien que ça pose en plus des problèmes de congestion, évalués à 2 à 4 milliards pour la Belgique, des problèmes d'accidents, des problèmes de santé publique, particulièrement dans les villes. Donc ça, c'est clair que le tout à la voiture, on essaye d'en sortir. La solution, c'est un réseau pour nous de transport en commun intégré, qui permettent de passer d'un mode de déplacement à un autre le plus facilement possible. Et le rail, évidemment, a une place importante là-dedans, comme des bus à haut niveau de service et autres, puisque ça permet de faire des longues distances lorsqu'on a réussi à rejoindre ce réseau structurant. Voilà. Donc, où l'intermodalité est super importante pour nous, c'est pour essayer de rejoindre le rail finalement, que ce soit à vélo, que ce soit à pied, que ce soit en trottinette, que ce soit en bus ou que ce soit en voiture. Voilà. Donc c'est clair que tout doit faire un ensemble et c'est grâce à un réseau performant qu'on permettra d'arriver à un vrai chiffre modal. On parlait de gratuité tantôt, il y a eu en Belgique une sortie politique vers la gratuité. Clairement, la gratuité est plus une mesure sociale, si on devait la mettre en place, qu'une mesure de shift modal, même si on observe des résultats positifs dans certaines villes, mais à l'échelle de villes. Ce qui est intéressant, et je rejoindrai tout à fait Monsieur Lejeune, c'est réinvestir dans l'infrastructure et dans le personnel. C'est comme ça qu'on permettra d'arriver aux objectifs que Monsieur Gilles Quinet nous présentait hier et avec lesquels on est tout à fait d'accord, puisque c'est ceux qu'on défend depuis 5, 10, 20 ans, un réseau public intégré, des fréquences augmentées, des amplitudes horaires aussi agrandies, même si ça pose des problèmes évidemment au niveau des travailleurs, il faut évidemment négocier tout ça, mais voilà, c'est ça qui permettra de faire en sorte que quelqu'un retourne vers le rail, vers les transports en commun de manière générale, et confiance dans le service, dans le service public, enfin service public ou service privé. Bon, maintenant en Belgique on n'y est pas encore trop. Donc voilà, ça c'est le préambule. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Monsieur Gilles nous a présenté plein de choses et nous on est tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire, même plein d'idées viennent sans doute du monde associatif en partie. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose arriver pour l'instant. On nous renvoie toujours aux contrats de gestion qui seront conclus au cours de l'année 2021-22 et on ne sait pas trop ce qui en ressortira et quels seront les moyens budgétaires mis à disposition. Et c'est clair que si on veut que le réseau, qui n'était pas particulièrement bien entretenu grâce en raison des restrictions budgétaires des dernières années, puisse rattraper son retard, mais qu'également on puisse éventuellement réinvestir dans du matériel roulant, dans du personnel, pour faire plus et pour faire mieux et pour attirer plus de monde, clairement il va falloir remettre des moyens. Et je veux dire, ça se chiffre en plusieurs milliards sur les bon, voilà, on a des objectifs ambitieux pour 2030, puisqu'il faut diviser par 2 nos émissions de CO2 pour 2030. C'est quand même ça c'est ça le défi qu'on a devant nous. Et pour 2050, c'est divisé par 15, 20. Je veux dire, si on veut réellement arriver à 95% des émissions en moins, c'est divisé par 20 nos émissions par rapport à 1990. Je veux dire, vous imaginez ce que ça représente. Il va falloir de sacrés investissements. Je veux dire, on nous reparle déjà d'austérité. Donc ça, c'est clair que c'est un problème, puisque si on a des moyens, on a débloqué, et c'est normal, des moyens gigantesques pour la crise Covid, il y a une urgence climatique, il faudrait faire exactement la même chose. Est-ce qu'on va aller dans ce sens-là? Je ne sais pas. On a un peu d'espoir, mais voilà, ça tarde effectivement à arriver. Et pour parler maintenant du vécu du quotidien, non pas du travailleur, mais de l'utilisateur de transport en commun, qu'est-ce que c'est en fait finalement le vécu de l'utilisateur? C'est bien souvent trop de retard, des correspondances qui ne sont plus assurées,
Et ça, c'est un vrai problème en Belgique. Bon, voilà, si on regarde les taux de ponctualité de la SNCB, ils dépassent les 90%, on est à 93, 94%, enfin ça dépend des années, ça c'est fluctuant. Mais est-ce que c'est la réalité que moi, en tant qu'usager, j'ai sur le terrain? Ben non. Voilà, simplement, c'est des chiffres qui sont un peu tronqués sur la manière dont c'est calculé. On calcule les ponctualités à l'arrivée du train en gare. Si vous faites Eupen-Ostende, il peut y avoir 15 minutes de retard quand on arrive à Bruxelles, gare intermédiaire, et plus que 5 minutes de retard à la fin. Le train n'avait pas de retard. Il n'est pas comptabilisé dans les statistiques. Par contre, moi, je suis arrivé avec 15 minutes de retard à Bruxelles-Nord. Je devais prendre un train vers Otigny. Bah voilà, là, j'ai raté mon train. Bon, si c'est à Bruxelles, c'est pas encore trop grave parce qu'il y a une fréquence suffisante, mais quand c'est dans des plus petites villes, ça pose problème. Donc la ponctualité, en Belgique, on n'y est pas encore vraiment. Et j'ai parfois même l'impression, je ne sais pas qui en est le responsable, mais qu'il y a parfois, je ne sais pas, des lenteurs ou des mauvaises volontés peut-être pour améliorer les choses. Prenons les cas très malheureux d'accidents de personnes sur les voies. Ici, à la STIB, à Bruxelles, ils ont mis en place une procédure avec la police pour que tout soit accéléré. Quand ça se passe au niveau de la SNCB, sauf s'il y a eu une évolution récente, mais ça prend des plombes. Ça prend des plombs parce qu'il faut d'abord qu'un Frabel arrive, puis c'est seulement la police et tout ça. Il y a moyen d'améliorer les choses à ce niveau-là. C'est un petit exemple précis qui ne demanderait sans doute pas grand-chose, puisqu'il suffit sans doute de reprendre le protocole qui a été développé par la STIB, par exemple, et l'appliquer au niveau de la SNCB. Donc la ponctualité, oui, ça c'est vrai que c'est une difficulté. On en a parlé. Progressivement, on va vers une numérisation. Ce n'est pas un problème pour nous d'aller vers la numérisation parce que ça va sans doute, enfin on l'espère, ramener toute une série d'un autre public vers les transports en commun. On peut l'espérer en tout cas. Développement d'applications, ça permet de tout faire avec un GSM. L'arrivée des masses dans le futur peut-être va permettre de ramener toute une série de personnes vers les transports en commun. En tout cas, on peut l'espérer. Les plus jeunes, entre autres. Maintenant, effectivement, ce n'est pas pour ça qu'il faut fermer les guichets. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se passer du papier. Ce n'est pas pour ça, j'ai même entendu la SNCB qui envisageait de supprimer les horaires papier dans les gares. Oui, j'ai entendu ça. C'est une petite proposition qui est passée dans un des services. Mais enfin, voilà, je crois que ça a été vite stoppé. Voilà, l'accueil en gare. Bon, moi, un autre point. Je veux dire, quand j'étais jeune, je le suis encore relativement, mais enfin, j'ai 40 ans. Quand j'étais jeune, je pouvais aller aux toilettes en gare. Bon, je sais qu'il y a des dégradations, etc. Mais essayer de trouver une gare où ce n'est pas payant, où il ne faut pas demander la clé au guichet pour y aller, quoi. En gros, on attend que le train arrive. Hein. Je veux dire, le service a été divisé. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est lié à des manques de moyens budgétaires, parfois à des mauvaises volontés qu'on a réussi. Mais si on veut ramener des gens vers le train, clairement, il faut que l'ensemble bouge, c'est-à-dire avoir l'assurance que quand je vais d'un point A à un point B, j'ai mon train qui est là. Et s'il y a un problème, que les bus de remplacement soient corrects, j'ai eu, pour petite anecdote, 3 occasions lors des 2 derniers mois de prendre des bus de remplacement, il n'y en a pas un qui s'est passé normalement. Je veux dire, voilà, bon, c'est lié entre autres, c'est lié à plein de choses, mais enfin, bon, non-respect de correspondance quand il y a un petit peu de retard du bus, le bus qui prend du retard, enfin bref, c'est assez catastrophique. Il y a une perte de confiance, je pense, au niveau de la population et d'une partie de la population aussi vis-à-vis de l'outil. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il faut essayer de regagner ça. La ponctualité, ça joue. Et évidemment, le fait que l'offre soit plus fournie aussi. Voilà, donc ça, c'est les points principaux, je pense. On me dit que je vais devoir arrêter. Et il me semble que je voulais encore dire un petit truc quand même. Oui, juste aussi un petit détail, mais au niveau environnemental, le rail, c'est la mobilité, mais il n'y a pas que. Je veux dire, n'oublions pas que le rail induit du bruit aussi. Et donc ça, c'est peut-être intéressant aussi de travailler sur ces aspects-là. Il y a des choses qui se font au niveau du fret. Hein. Bon, il y a des subsides européens pour essayer de limiter les bruits sur certaines lignes. Et deuxièmement aussi, c'est un peu la biodiversité. Je veux dire, on parle beaucoup de corridors écologiques aussi. Les voies de chemin de fer sont des superbes corridors écologiques qui permettent de passer de zones de réserve à d'autres. C'est aussi des espaces assez riches en termes d'insectes ou de lézards, de serpents, si vous voulez. Et donc ça, c'est aussi des choses. Et pour l'instant, à ce niveau-là, on est assez critique au niveau du mouvement environnemental parce que ça ne se passe pas
très très bien. Je veux dire, s'il y a des travaux, c'est souvent assez catastrophique. C'est au niveau de la gestion quotidienne des talus, par exemple, et au niveau de l'utilisation des pesticides. Bon, clairement, on est encore avec des gros progrès possibles à faire. Voilà, ça c'était juste un petit point environnemental un peu différent pour clôturer. Voilà. Merci beaucoup. Donc on a Interenvironnement Wallonie. Bien ici. Donc Alexander Gomme, qui représente un mouvement de citoyens, Black on Track, qui a pour revendication de remettre en vigueur, de redéployer les trains de nuit. Oui, donc en fait, nous sommes... oui, en effet, c'est bon, enfin, on verra. Si je dépasse... Non, je reste là, alors. Ah, d'accord. Donc en fait, Back on Track, Belgique, c'est l'antenne belge d'une organisation européenne qui lutte pour le retour massif des trains de nuit. Donc on veut que ce soit en fait le moyen le plus évident pour faire des trajets entre, disons, 800 et 1500 km. Donc en fait, ce qu'on peut faire en une nuit. Donc train de nuit, en Belgique, ça veut dire d'office train international parce que la Belgique est trop petite pour faire de telles distances. Et en fait, donc les trains internationaux, c'est un secteur qui a été entièrement libéralisé avec le 3e paquet ferroviaire en 2008. Mais déjà, en fait, le premier train international en Belgique privé, le train de nuit privé a déjà circulé en 2004, c'était le Bergland Express. Donc nous opérons dans un secteur où 99% de l'initiative est prise par le marché et non plus par un gouvernement. Le train de nuit, c'est devenu un niche. Je ne sais pas qui de vous a déjà pris un train de nuit ces 15 dernières années. Levez la main. Ah, quand même, c'est pas mal. Peut-être 2 sur 5. Je ne sais pas. J'ai l'impression, j'ai déjà vu pire. Mais en fait, ça montre bien que ça reste quand même un niche. Et c'est normal parce que justement, selon les chiffres d'une étude très sérieuse, entreprise par Steer Group et KCW de Berlin, à la demande de la Commission européenne, le nombre de trains de nuit a diminué de 66% entre 2001 et 2019, donc avant le Covid. Et le Covid a encore eu raison d'une dizaine d'autres, donc en fait, c'est la catastrophe vraiment sans exagérer. En plus, ceux qui subsistent, les trains de nuit, sont toujours composés des mêmes voitures déjà antiques qui étaient déjà antiques en 2000, qui avaient déjà 30 ans. Entre-temps, la plupart des voitures ont 40, 50 ans, voire même davantage. Donc, seulement 2 acquisitions de voitures-lits ont été faites par un opérateur européen depuis 2002. Donc, il y a eu les Bulgares qui ont acheté des voitures-lits et je ne sais plus quel était l'autre, mais en fait, c'est un détail. Mais en tout cas, les 2 opérateurs qui ont acheté, c'était quand même des opérateurs nationaux, car malgré la libéralisation, en fait, l'écrasante majorité des trains de nuit qui subsistent en Europe sont toujours des trains de nuit faits par des opérateurs d'État. Donc, on connaît tous la ÖBB, il y a aussi Trenitalia qui en a encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? La MAV de Hongrie, la CFR en Roumanie, les Bulgares. Mais la plupart de ces trains roulent sous contract avec le gouvernement national sur des lignes nationaux aussi. Donc, en fait, ce n'est même pas des trains internationaux. Pourtant, des fois, on nous parle de renaissance de trains de nuit. C'est dans les journaux et on est invité de plus en plus, nous, de Back on Track. Mais malgré cela, le bilan des trains de nuit à la fin de chaque année est toujours négatif. Ça n'a pas changé depuis à peu près 1995, je pense. Donc, la situation est catastrophique. Et une des raisons, c'est le système de libéralisation qu'on a fait avec séparation verticale et le système de sillons payants qui en a découlé. En fait, ce système de sillons payants, il est en fait préprogrammé pour décourager l'utilisation maximale du réseau ferroviaire et non pas pour l'encourager. Et les premiers trains
pour en faire les frais. En fait, c'est le train avec le plus de kilomètres et avec les marges de rentabilité les plus restreints. Et c'est justement les trains de nuit, parce que les trains de nuit, c'est en fait un produit assez compliqué pour exploiter, parce qu'il faut la literie, il faut du personnel, c'est du personnel cher. Chaque voiture doit avoir son conducteur de wagon-lit ou couchettiste. Et ils font beaucoup de kilomètres, évidemment, ils font entre 800 et 1500 kilomètres. Et comme le sillon est payé au kilomètre, entre-temps, les sillons payants, ils forment à peu près entre 30 et 40% des coûts d'un train de nuit. Donc c'est énorme. Un coût qui, auparavant, n'existait pas du tout. Donc en fait, dès qu'ils ont mis les sillons payants, les coûts ont augmenté de 50% du jour au lendemain. Pourtant, dans les années 90 et 2000, on nous avait promis que les trains de nuit qui circulaient à l'heure, c'était vieux et la libéralisation allait régler le problème. On allait avoir plus de trains et de trains meilleurs. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore achevé, en tout cas, donc ce n'est pas encore arrivé. Et je pense qu'il est temps que l'Union européenne se réalise que le système tel qu'il existe maintenant ne fonctionne pas. C'est clair. Quand on laisse l'initiative entièrement au marché, le marché va peut-être choisir quelques lignes à gauche et à droite. Il y a peut-être 3 ou 4 trains de nuit privés en Europe qui circulent, mais sur des artères hyper chargées. Généralement, c'est des trains estivales, roulant avec du matériel qui a 40, 50, 60 ans et avec peu de personnel à bord, ou bien le minimum possible, en fait. Donc, en fait, ça ne va pas attirer à nouveau la classe moyenne. Et c'est ce que nous voulons, parce que nous croyons que c'est vraiment possible de rendre le train de nuit le moyen de transport le plus évident pour des trajets entre 800 et 1500 km, sur quelques conditions. Il faut qu'il y ait une billettique facile, qu'on puisse réserver par exemple un train de, je sais pas, Gand à Lisbonne, même si c'est 4 opérateurs maintenant. Maintenant, c'est devenu impossible pour booker ce billet-là. Donc, c'est déjà une chose qui doit changer. Dès qu'il y a une correspondance qui est ratée, on perd l'argent et on perd le voyage. Donc, c'est encore quelque chose qui est vraiment tout fait pour décourager que les gens prennent le train de nuit. En plus, il y a les conforts. Comme j'ai déjà dit, presque toutes les voitures-lits et toutes les voitures couchettes qui circulent encore sont les voitures des années 60-70. Généralement sans climatisation, avec des couchettes qui sont larges de 65 cm, comme ça, dès qu'on se tourne une fois, on tombe par terre, surtout avec les secousses que donne le roulement de train. Il n'y a pas de douche, c'est encore quelque chose que maintenant les voyageurs réclament, ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a encore Assise dans un compartiment, c'est encore quelque chose que je ne crois pas que les gens d'aujourd'hui voudraient encore faire, surtout si on a le choix entre un billet avion Ryanair à 10 € pour aller à Barcelone. C'est facile pour Ryanair parce que Ryanair reçoit des subsides cachés de la part du gouvernement wallon. Il ne paye pas de taxe sur le kérosène, il ne paye pas de TVA sur la vente des billets. Tandis que le chemin de fer doit payer du TVA sur les billets, doit payer les taxes sur l'électricité qu'elle consomme. Et bon, tout ça, en fait, pour dire qu'il y a moyen de réattirer les gens vers le train de nuit, sur condition qu'il y ait ce confort donc, et le billettique qui soit là. Comment voyons-nous, quelles possibilités voyons-nous pour avoir à nouveau des trains de nuit? Donc, Monsieur de la Rosa, ce matin, il avait parlé des différentes OSP, donc façons pour faire des services publics, qui pourtant il y a une directive européenne qui est très claire. Non, en fait, elle n'est pas claire, elle existe, mais elle est tellement floue que chaque pays donne sa propre interprétation à ça. Et en fait, même si c'est théoriquement possible de faire un PSO européen pour un train qui traverse plusieurs pays, dans la pratique, en fait, c'est très difficile et il faudrait que tous les gouvernants se mettent d'accord. Un train Bruxelles-Rome, il traverse 5 pays, 7 réseaux. Donc, en fait, dans la pratique, c'est impossible. Pourtant, l'Italie, c'est la destination numéro 1 pour les avions à partir de la Belgique.
Donc, comment voyons-nous le futur? Nous espérons en fait que l'Union européenne abandonne le tout marché et peut-être fasse un réseau elle-même, qu'elle dessine un réseau, le réseau qu'elle voudrait avoir, comme le font les pays nationaux pour le réseau national, que l'Europe fasse un truc comme ça pour un réseau européen de trains de nuit et de trains de jour, qui disparaissent aussi d'ailleurs, et ou bien qu'elle procède avec des appels d'offres, ou bien qu'elle les fasse rouler elle-même, ces trains-là. Donc il y a quand même moyen d'avoir une certaine libéralisation, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est prouvé par les 15 années qui viennent de s'écouler, c'est que le système actuel ne fonctionne pas du tout. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. Donc merci. Donc on a entendu un représentant de l'Interenvironnement Wallonie, un chargé de recherche. On va entendre maintenant un chargé de mission. Tout à fait. Qui représente Interenvironnement Bruxelles. Donc, Wallonie, Bruxelles, il y a des nuances et des différences. 10 minutes. Voilà, je vais essayer de faire vite. Ce que j'ai pris, il va falloir me dire, je n'ai pas pris ma montre. Je m'appelle Olivier, je travaille pour IEB. Je pense que, comme je suis face à un public international, c'est bien de présenter très rapidement c'est quoi IEB. IEB, on a une fédération de comités d'habitants qui est née en 1971, à une époque où Bruxelles traversait des moments qu'on appelle la bruxellisation. Donc ça a été une destruction de patrimoine par l'État central et par des promoteurs immobiliers, et aussi une destruction de la ville par le ministère des Communications qui voulait transformer Bruxelles en grand carrefour. Donc on est certes une association environnementaliste, mais on rajoute aussi cette idée qu'on se bat pour le droit à la ville des citoyens et le droit à la démocratie urbaine. C'est-à-dire que les citoyens ont aussi le droit de dire comment on va évoluer leur espace urbain et de pouvoir se défendre par rapport à des très grands acteurs. Alors, je vous remercie pour l'invitation que vous nous avez faite, et je voudrais commencer cette présentation par une petite anecdote. Mon collègue chargé de mission en mobilité, quand il a vu cette invitation, il m'a dit ah ben c'est super, mais il faudrait mieux envoyer Interenvironnement Wallonie. Et en fait, cette anecdote est assez révélatrice de notre position. Parce que, évidemment, qu'en tant qu'association environnementaliste, on a beaucoup de choses à dire sur la SNCB. Notre vision pour l'avenir, ce sera un service public qui bénéficie d'investissements massifs. On est face à une période de transition et de remise en cause du tout à la voiture. On est en train de sortir progressivement du thermique, et si ça ne le remet pas en cause, en tout cas, ça le re-questionne, et on pense que voilà, le rail a un potentiel de transfert modal qui est loin d'être négligeable et qui donne beaucoup de solutions pour l'avenir. Mais aussi, ce qu'il faut constater en tant que Bruxellois, habitant de la région bruxelloise, c'est qu'on a un rapport qui est beaucoup plus anecdotique à la SNCB, en fait. J'ai regardé, je suis exactement dans les moyennes de ce qu'un Bruxellois a comme rapport à la SNCB. En fait, on a un rapport très récréatif et de loisirs à la SNCB. Si on regarde avec nos collègues wallons, qui ont un rapport journalier à l'usage du service public, voilà, et je crois que c'était ça que voulait dire mon collègue. Et même si on regarde les chiffres, la part modale de trajet inter-bruxellois à travers la SNCB, c'est que de 3%. Alors que pourtant, on est vraiment... A priori, Bruxelles n'aurait pas du tout à se plaindre. On a une trentaine de gares sur 19 communes. En 2012, selon Infrabel, un tiers des trains passaient par Bruxelles. On compare un peu des poires et des pommes, mais apparemment, le réseau ferré en région bruxelloise serait 5 fois plus dense qu'en Wallonie et en Flandre, en moyenne. Heureusement, 33% des navetteurs utiliseraient le rail chaque jour pour se rendre à Bruxelles, ce qui nous évite quand même une série d'embouteillages et d'encombrements. Mais si on regarde un peu dans les détails ces chiffres, on constate que 90 des 96 trains qui passent par heure à Bruxelles, ils s'arrêtent sur la jonction Nord-Midi, donc cette jonction qui traverse Bruxelles du nord par le sud, que 82% des descentes montées se font sur la jonction Nord-Midi, 93% des montées si on inclut la gare d'Etterbeek et la gare des quartiers européens. Et ce que dessinent en fait ces chiffres,
c'est l'idée d'un Bruxelles qui est extrêmement bien desservi au niveau national et au niveau international, et extrêmement mal desservi au niveau métropolitain, ou en tout cas dans son hinterland. Voilà, et ça, ça a des effets délétères. On peut juste prendre un rapport de Bruxelles Mobilité, et il essaye de voir quand les gens ont tendance à prendre la voiture, et donc quand est-ce que la voiture est le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre au travail pour les travailleurs bruxellois. Donc en dessous d'une classe de 7 km de distance, en partant du centre de Bruxelles, c'est les transports actifs, la mobilité douce et les transports urbains légers qui sont dominants. Entre 7 et 20 km, c'est la voiture qui est extrêmement dominante. Et dès qu'on dépasse les 20 km, en fait, le rail redevient compétitif. Et ça dessine en fait la vision ou le consensus que semble animer le rail et la SNCB actuellement. C'est que le rail, c'est le moyen pour les moyennes et longues distances. C'est un moyen pour aller d'une ville à une autre. Et c'est pas pour rien, finalement, qu'il n'y a que 3% de part modale de rail à Bruxelles. Alors, je dis que ça va être des effets délétères, je trouve que c'est quand même bien de vite y revenir dessus, parce que c'est quand même un cercle vicieux, quoi. Vu qu'il y a très peu d'infrastructures de train, on a un afflux de navetteurs. Cet afflux de navetteurs, il entraîne des conséquences négatives en termes de santé publique, mais en termes aussi de convivialité à Bruxelles. Résultat, par conséquent, de la classe moyenne part de la ville pour essayer de bénéficier de conditions environnementales plus favorables, mais comme ils n'ont pas de train, ils sont obligés de reprendre la voiture. Et en plus, si Bruxelles veut prendre des solutions un peu plus radicales, type des taxes, on va leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas mettre de taxes tant qu'il n'y a pas d'erreur. Donc il y a quand même une sensation parfois d'un peu de prise en otage. Donc voilà, j'ai dit une de nos premières volontés pour l'avenir du rail, clairement que ce soit un service public financé, mais il va falloir aussi réfléchir à l'avenir du rail dans un espace politique fédéral belge décentralisé, et surtout quand on sait en fait que la région métropolitaine bruxelloise en fait est séparée entre 3 espaces politiques concurrents qui ont des objectifs divergents, et que Bruxelles en fait est extrêmement en minorité. On peut regarder ce qui s'est passé sur le déroulement du RER. On a pas mal de retours et en fait on voit que Bruxelles est un peu seule contre toutes les entités fédérales, que ce soit la Flandre, la Wallonie, la SNCB en tant que telle, ou l'État fédéral, où Bruxelles envisage le RER comme un moyen de déployer les distances à courte distance, mais où la Wallonie et la Flandre le voient comme un moyen pour étirer la métropole bruxelloise et attirer les richesses de Bruxelles sur leur espace. Pardon, j'ai perdu le fil. Voilà, donc ça c'est une vision un peu terne. Est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'on peut se dire que on va arriver à quelque chose de mieux? Je trouve que l'état du débat public sur les RER actuel montre bien les vraies problématiques que Bruxelles rencontre. En tout cas, on nous présente le RER comme quelque chose d'arrangé, qu'on a réussi à dégager un financement complémentaire qui ne serait pas intégré dans la grille de financement des investissements wallons et flamands. On nous dit qu'il n'y a pas de souci, on va construire les sillons vers Louvain-la-Neuve et vers Nivelles. Mais par contre, personne ne parle des fréquences bruxelloises. Il faut rappeler quand même que la convention de 2003, elle fixait une fréquence minimum à Bruxelles qui était de 4 trains par heure en heure de pointe. Et donc, si vous regardez le plan de transport de la SNCB en 2021 et 2023, c'est même pas notifié en prochaine étape. C'est notifié en ambition. Voilà. Alors, je sais que je dois faire vite, donc j'aurais pu encore parler des transports de marchandises, mais je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais pour conclure, en tant qu'environnement Bruxelles, on pense que le rail a une position d'avenir vraiment très importante. C'est ce qui va nous permettre de dépasser beaucoup de défis. Mais ça va nécessiter des investissements, ça va nécessiter un engagement de l'État et donc un service public. Et ça va aussi demander de mettre en place un fédéralisme de coopération où Bruxelles est systématiquement pas minorisée. Parce que sinon, on va rester à une part modale du train à 3% à Bruxelles, alors que pourtant, c'est
théoriquement le moyen de transport le plus rapide au milieu de la région bruxelloise. On ne sait pas faire mieux. Voilà, merci. Donc on va faire passer les micros dans la salle pour prendre les questions, les remarques, les interventions. Il y a quand même des choses lourdes qui ont été dites, des choses importantes qui ont été dites. Je ne sais pas s'il y a des réactions dans la salle, des questions. Oui. Bonsoir, je suis Anita Mailly, présidente de la SBL Catastrophe ferroviaire Beuzing Plus Jamais. Je voulais quand même vous remercier pour l'invitation que j'ai eue. On a passé 2 journées très instructives ici à ce colloque et j'aimerais bien appuyer aussi les syndicats. Notre SBL aussi demande une société intégrée qui est également nécessaire pour la sécurité du rail. Car qu'une responsabilité responsable, ça leur enlève la possibilité de leur politique de maternelle. C'est pas moi, c'est l'autre. Dans tout cas, c'est la société elle-même qui est coupable à ce moment-là. Le train est aussi un moyen d'éviter des graves accidents sur la route, parce que moins de voitures sur la route pendant les heures de pointe, ça fait diminuer aussi les accidents de route. Et donc là aussi, le train est très nécessaire. Et donc, je préfère être dans le train en toute sécurité que sur la route et devoir conduire en état de fatigue, ce qui augmente le risque. Mais la sécurité doit primer. Merci beaucoup. Merci. Donc, l'importance de la sécurité. Il y a une autre main qui se lève à droite. Merci. Robin Foot. Juste une remarque, j'étais très surpris sur la dernière intervention, que quand on parle du rail, on pense chemin de fer et pas du tout tramway. Et je trouve que c'est un peu dommage à Bruxelles. D'autres remarques, d'autres interventions? Alors, la question de la sécurité, puis vous pouvez peut-être interagir par rapport... là. Il y a une question dans Teams. Vous pouvez peut-être aussi interagir entre vous, représentants des travailleurs, représentants des usagers. On est aussi confronté à la digitalisation et on essaie de s'en sortir tant bien que mal, avec un moyen du bord. C'est M. Majoubi. On aurait pu lui mettre une ligne directe. Donc, juste il faut lui signaler qui peut parler. Ouais. Monsieur Majoubi, on vous écoute. C'est bon. Oui. Bonsoir tout le monde. Je viens de remercier les intervenants qui ont s'inquiété de l'avenir du rail. Moi, je vais exposer mon point de vue et un appel aux camarades syndicalistes cheminots. Comme vous voyez, la libéralisation du rail ou la structuration du rail en vue de le libéraliser, ça influence... ça influence le personnel. Moi, je vais parler du personnel, c'est-à-dire l'investissement massif des gouvernements pour remédier le coût de la production
investissement dans la digitalisation, dans l'informatisation du système de gestion. Cela mène à une amélioration de la qualité du service ferroviaire et l'évolution en annuel, mais en même temps, elle va impacter le personnel. Le personnel, si la politique en général met l'être humain au cœur du développement, la restructuration des chemins de fer à l'international menace les fonctions du cheminot. Toutefois, un cheminot peut être remplacé par un appareil électronique ou par une application informatique. Cela pèse sur le devoir de sa revendication ou la réclamation d'un droit. Même des fonctions de cheminot ont été éliminées totalement et remplacées par un appareil électronique comme la vente des billets, le contrôle des billets par les portes. Même au Japon, ils essaient d'envoyer un train sans mécanicien tout seul. Ça, c'est une menace de la fonction et de l'identité du cheminot. Pour les camarades, si les politiciens, lors de leur campagne électorale, adoptent l'être humain comme priorité dans leur campagne électorale, alors dès qu'ils auront au pouvoir, ils réfléchissent à la réduction du coût de la production et oublient leur promesse de mettre l'être humain en premier intéressement lors de leur campagne électorale. Question aux collègues syndicalistes. Les syndicalistes portent toujours le souci du personnel. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de mener une mobilisation internationale pour défendre la fonction du cheminot et l'identité du chemin de fer? Merci. Sur la dernière question, tu m'entends? Sur la fonction de cheminot, évidemment, c'est quelque chose qu'on défend. On fait partie aussi de la Fédération internationale du transport, des employés du transport. Et donc, au sein de cette fédération-là, on défend aussi le statut du cheminot, essayer d'avoir des conditions de travail qui soient identiques pour tous les cheminots. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure quand j'ai dit qu'il fallait défendre la coopération entre les réseaux plutôt que la compétition entre les réseaux. C'est vraiment une ligne de conduite qu'on s'est fixée, puisque ce n'est pas en mettant les cheminots en concurrence qu'on va avoir, et la preuve est là malheureusement aujourd'hui, qu'on va avoir une amélioration des services. Et donc c'est vraiment quelque chose que l'on soutient au sein de l'ETF, c'est d'essayer de développer et de maintenir un statut unique des cheminots et avoir une fonction de cheminot qui soit connue et reconnue. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs qu'on déplore que si c'est bien l'année européenne du rail, ce n'est pas l'année européenne des cheminots. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit percoler aussi au sein des représentants de la Commission européenne. Derrière tout ça, il y a des cheminots qui travaillent au quotidien pour assurer le service des trains. Voilà, Marianne. Oui, pour compléter, Pierre, donc il y a une campagne notamment qui est menée au niveau de l'ETF, donc c'est au niveau européen, mais donc pour notre ami du Maroc, il y a aussi l'ITF au niveau mondial, à laquelle on est affilié également. Au niveau européen, en tout cas, il y a une campagne récurrente chaque année pour le maintien du personnel à bord, parce que donc il y a cette évolution technologique qui fait que on pourrait techniquement, si on veut demain et si on y met les moyens, faire rouler des trains de manière autonome. On parle de voitures autonomes, on pourrait aussi avoir des trains d'abord one-man car, donc sans accompagnateur, donc avec juste le conducteur, et puis à l'avenir aussi sans conducteur. Il y a déjà des projets pilotes qui existent. Mais donc au niveau syndical, on se bat pour le maintien du personnel à bord, pas seulement simplement parce qu'on reste accroché à l'emploi pour l'emploi, mais aussi parce qu'on a constaté qu'au niveau des voyageurs, il y a une grande demande du maintien de l'humain pour pallier aux problèmes techniques quand ils se présentent. Donc on a eu le cas notamment en Allemagne d'un déraillement d'un train opéré par une compagnie privée.
où il n'y avait plus d'accompagnateur à bord. Ils se sont retrouvés en rase campagne. Le train a déraillé, le conducteur était inconscient, pas le personnel, donc les voyageurs ont dû briser des vitres pour pouvoir sortir du train, aller chercher les secours dans une maison à la campagne la plus proche qu'ils ont pu trouver et pouvoir ainsi faire venir les secours. Donc ce genre de phénomène, heureusement, arrive rarement, hein, parce qu'on met quand même tout en œuvre pour assurer la sécurité, mais je veux dire, voilà le genre de situation qui peut se présenter, et il y a un tas d'autres choses qu'on peut mettre en avant sur la sécurité des voyageurs et du personnel par le maintien justement du personnel à bord. Donc ça, ce sont des campagnes qu'on mène au niveau européen, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de relever Donc si débat doit se faire entre représentants des travailleurs et représentants des usagers, sur quoi se ferait-il? Ce que je voulais encore dire, c'est qu'on a vu aussi quand ils ont commencé avec la privatisation, quand ils ont commencé avec les contrats privés, avec par exemple les conducteurs en Anvers Nord, que dès qu'il y avait deux types de conducteurs, donc l'un contractuel et l'autre statutaire, que c'était impossible de faire quoi que ce soit comme action, parce que quand l'un voulait faire quelque chose, l'autre disait « Ah ouais, mais ça ne me regarde pas ». Donc c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. Oui. Une petite question pour les représentants des travailleurs. On parle de plus en plus d'augmenter les fréquences de train, d'augmenter les amplitudes horaires, ce qui a un intérêt au niveau de la société. Et je voudrais un peu savoir quelle était votre position par rapport à ça, vous en tant que travailleur, et donc devant du coup assumer peut-être plus de travail. Et comment est-ce que vous, dans l'idéal, ça devrait se passer si c'est le cas et qu'on augmente tout ça? Ok. Très concrètement, en 98, il y a eu un plan aussi ambitieux à l'époque d'augmentation de 8% du nombre de trains sans engagement de personnel supplémentaire. Et donc, la conséquence a été qu'il n'y avait pas assez d'accompagnateurs ou de conducteurs pour assurer le train, et donc des trains étaient supprimés. D'autres trains étaient en retard parce que les services avaient été complètement comprimés. Donc, un conducteur qui devait vite sauter sur un autre train pour repartir dans l'autre sens n'était pas là parce que son train était en retard. Ça a causé des catastrophes. Donc, moi, j'ai vu des gens, des voyageurs pleurer parce qu'ils allaient perdre leur boulot, parce que c'était la 5e fois qu'ils arrivaient en retard et que leur patron avait dit « maintenant, c'est terminé ». Et donc, c'est aussi l'année où on a connu une grève des voyageurs. Donc la naissance d'associations de nafteurs, elle date de cette époque-là, parce qu'ils ont remplacé leur abonnement de train et à la place, ils nous avaient mis un petit papier. On n'en veut pas au personnel, mais on est très fâchés sur la manière dont les choses sont organisées. Et donc, puisque nous avons une demi-heure de retard, eh bien, vous attendrez une demi-heure avant que je vous présente mon titre de transport. Donc, on a vécu une année, vraiment une année horribilis en 98. Et donc, ici, c'est ce qu'on dit. Nous, on est pour, évidemment, l'extension de l'offre. Évidemment, on aimerait que tout le monde prenne le train demain, qu'il remplace la voiture, qu'on arrête d'être tout seul dans sa bagnole, dans les bouchons pendant des heures. On est tout à fait preneur de ça. Mais tout ce qu'on demande, c'est que les moyens humains et financiers suivent. Si c'est pour faire plus avec le personnel qu'on a actuellement ou encore moins de personnel parce que ça continue à être dégressif, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver, c'est tout. Les trains ne vont pas rouler. Donc, on peut avoir toutes les ambitions qu'on veut. Si le conducteur n'est pas derrière sa machine, ça n'avance pas. Donc, à un moment donné, il faut quand même aussi prévoir des investissements pour la partie du personnel. Merci, il me semble que c'est évident. Mais du coup, est-ce que la capacité de formation de l'entreprise par rapport pour créer un nombre d'emplois suffisant en termes d'accompagnateurs et de conducteurs, est-ce que c'est réaliste et dans quelle durée de temps? Si on devait faire, je ne sais pas, plus 1000 conducteurs Mais le tout est dans le tout, comme on dit souvent. Mais c'est clair que si tu dois recruter du personnel, il faut avoir les capacités, évidemment, d'abord
d'avoir les équipes pour le recruter, d'avoir les équipes pour le former, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, parce que malgré tout, des recrutements continuent. Aujourd'hui, il y a encore des recrutements. Il y a des contingents de recrutement qui sont fixés. Par exemple, pour la SNCB, je pense que de mémoire, on doit recruter, l'objectif en tout cas, c'était de recruter 1300 agents pour l'année 2021. Je pense qu'ils n'y arriveront pas parce qu'on doit être à 700, quelque chose comme ça maintenant. Mais bon, il y a eu la crise, admettons, il y a eu des choses. Mais, donc des recrutements, il y en a toujours. Mais encore une fois, lorsque les gens sont recrutés, il faut encore pouvoir évidemment assurer leur formation pour que demain ils soient opérationnels. Et dans certains métiers, on sait que c'est une formation qui peut durer quand même de nombreux mois avant qu'ils soient véritablement opérationnels. Donc c'est quelque chose qui doit être anticipé. Et donc il faudra là aussi se donner les moyens pour faire face à cette surcharge de travail. Mais en complément à la première intervention et à ce que Marianne a répondu, je voudrais aussi vous faire passer un message que les cheminots sont fondamentalement attachés à la notion de service public. C'est vraiment quelque chose qui est imprimé dans leur esprit, c'est le rendre le service public et c'est vraiment leur mission. Malheureusement, ils doivent constater, un petit peu comme on l'a exposé tout à l'heure, que les moyens pour y arriver diminuent d'année en année et sont quelquefois galvaudés par des décisions un peu prises à l'emporte-pièce. Et donc ça, c'est une forme de découragement. Mais si, après avoir entendu tous les intervenants, je pense qu'il y a un fil rouge qui nous unit, en tout cas dans cette notion de service au public, de respect des voyageurs et de vouloir assurer un service qui soit le plus efficace possible. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler ensemble, c'est quelque chose qu'on peut développer. Et moi, j'insiste vraiment, c'est la coopération qui me semble le choix le plus pertinent que la mise en concurrence. Et je crois aussi que c'est le service public qui est la meilleure proposition que pour relever les défis qui nous attendent en matière de développement du rail. Ça me paraît tout à fait essentiel parce que, et lorsque j'ai cité tout à l'heure l'exemple du secteur marchandises, on voit ce que ça a donné. Le transfert modal n'a pas lieu, ou en tout cas dans des très faibles quantités, et on voit bien que ce n'est pas parce qu'on a mis les sociétés en concurrence que le phénomène se développe. Et donc, c'est véritablement un problème d'utilité publique qui doit être pris en main par les États, parce qu'on parlait tantôt des trains de nuit, et fort bien, mais ça doit être évidemment là aussi la coopération entre les réseaux qui doit permettre d'y arriver. Et donc ça ne peut se faire que par le biais de l'intervention de l'État. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'indéniable. Ce n'est pas la libéralisation, ce n'est pas le privé qui va régler ce genre de problème à l'heure actuelle. Donc je pense que dans vos interventions, il y a de fait de fortes convergences qui apparaissent et une attente très forte par rapport au pouvoir public, par rapport au ministre de la Mobilité qui était parmi nous hier. Et aussi le constat qu'entre des discours qui sont aujourd'hui positifs au niveau du gouvernement fédéral par rapport au rail et à la place du rail, il y a certaines mesures qui vous interpellent et vous constatez un décalage quelque part entre les beaux discours et les belles intentions et certaines mesures qui sont prises, avec un enjeu très important qui est la finalisation du contrat de gestion et qui va sans doute dire clairement quelles sont les possibilités que le gouvernement va dégager pour les années qui viennent. Je voudrais inviter maintenant Marnix Drezen Van. Donc, Marnix. Merci beaucoup. Voilà, je vais être bref parce que je crois que nous sommes tous fatigués. Je vais essayer d'être très clair. J'ai 5 choses à vous dire. La première chose, c'est que je suis très heureux de cette table ronde parce qu'on voit que le chemin de fer, c'est du travail. Et que s'il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas de chemin de fer. Il n'est pas nécessaire d'être marxiste pour se référer à ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise. Qu'est-ce que c'était le fétichisme de la marchandise? Il disait, on a des marchandises et on ne voit pas qu'il y a eu du travail derrière et des rapports sociaux de travail pour produire ces marchandises. Eh bien, c'est exactement la même chose. Dans le ferroviaire, il y a de la force de travail et il y a des rapports sociaux
hiérarchiques, entre collègues, avec les subordonnés, sans lesquels il n'y aurait pas de production de services ferroviaires. Donc ça, c'est quand même très important, le travail. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, ce service public, il n'a de sens que par rapport au service qu'il rend. On le voyait dans un atelier, Patricia Perren avait une affiche derrière, un service public au service du public. Et bien sûr, donc, les usagers ont toute leur place là-dedans. Donc ça, c'est quand même très important, me semble-t-il. Si on s'intéresse au ferroviaire, il faut s'intéresser aussi à la force de travail et bien sûr à ceux qui justifient l'existence de ce service. Est-ce que ça veut dire que la gestion, les tableaux Excel, etc. sont sans intérêt? Non, ils sont intérêts, mais ils ne sont pas l'alpha et l'oméga du ferroviaire. Voilà, donc la gestion, les dépenses, les recettes, tout ça, c'est très intéressant, c'est des indicateurs. Aujourd'hui, personne ne peut s'en désintéresser, mais ce n'est pas le tout de la question. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais dire. La deuxième chose, c'est l'importance de comprendre ce qui se passe dans le ferroviaire. Donc c'est un peu évident pour presque tout le monde ici. Mais je dois vous dire que si on se place du point de vue des chercheurs en sciences sociales des chercheurs en sciences sociales en France, par exemple, ça n'allait pas de soi. Je me souviens, quand on a lancé Fer à Inter, moi, j'avais des collègues qui me disaient « Bon, le ferroviaire, ça va, quoi. T'as pas des objets un peu plus trendy, le Caire, enfin, bon, on me donnait des tas d'exemples, ce qui se passe à l'hôpital, ce qui se passe à l'école. Bien sûr, c'est très important aussi, personne ne va dire le contraire. Mais je pense que ce genre de manifestation comme aujourd'hui montre que le ferroviaire est un milieu en pleine restructuration et loin d'être à la traîne, il est parfois vraiment à l'avant-garde. Ce qui s'y passe nous dit beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les services publics en général. Et puis, bien sûr, ça ressort aussi de la table ronde et puis de nos préoccupations à tous, je pense, c'est que compte tenu des dérèglements climatiques et des catastrophes climatiques qui sont déjà là, et je pense qu'on n'a encore pas tout vu, eh bien, le ferroviaire reste un moyen de transport qui est tout à fait d'actualité. Voilà, pas du tout dépassé. Ça, c'était mon premier point, importance du travail. Deuxième point, importance du ferroviaire. Troisième point, je voudrais juste dire un mot sur le colloque. Bon, bien sûr, le bilan, chacun le fait dans son cœur, chacun le fait dans les discussions, chacun le fera dans les jours qui viennent et peut-être dans les semaines qui viennent. Mais ce qu'on peut dire comme ça, c'est que spontanément, l'écho est extrêmement positif. Je crois que nous ne nous sommes pas ennuyés, on a vu la richesse des approches, la diversité des approches, l'internationalisation des approches. Je donnerai qu'un exemple. Comme moi, avec Christian Mailleux, nous avons fait une communication sur le fret ferroviaire et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la SNCF a fait de fret SNCF une SAS à elle toute seule, directement rattachée à la direction de la SNCF? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent le vendre carrément au privé? Puis je me suis dit, non, si je dis ça, on va me dire encore, t'exagères, etc. Je viens ici, j'apprends que la SNCB s'est complètement débarrassée de son fret. Eh bien voilà, si j'avais su ça plus tôt, je me serais dit, ben voilà, c'est un scénario qui est quand même assez réaliste pour ce qui va se passer en France, à moins qu'il y ait des rapports de force sociaux qui empêchent ça de se faire. Voilà, donc écho très positif. Moi, je pense que vous en direz ce que vous en pensez, bien sûr, mais voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Et donc, ça m'amène à remercier tout particulièrement Corinne Gobin, qui est discrètement au fond de la salle, dont j'ai dit hier à quel point elle avait mouillé sa chemise, si on peut dire. C'est vrai aussi de Jean Van de Vatine, c'est vrai des rapporteurs, c'est vrai des présidents de séance, c'est vrai des jobistes, c'est vrai du personnel qui enregistre et qui... Voilà. Voilà.
on n'imagine pas le concours de travail, là aussi, hein, qui a été nécessaire pour que tout ça aboutisse. Donc, merci beaucoup. Je disais à un collègue, j'aurais dû acheter un bouquet de fleurs, comme ça se fait dans les colloques, pour Corinne, et on m'a dit, mais c'est terriblement genré. Et c'est vrai, et c'est vrai. Eh bien, il n'est pas trop tard. Alors. Tu ne perds rien pour attendre. Voilà, puisque je reste quelques jours en Belgique, j'aurai l'occasion. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Alors maintenant, le dernier point, le 5e point, c'est celui qui peut-être vous préoccupe le plus, c'est quid de l'avenir, hein, que va-t-il se passer maintenant? Donc la première chose peut-être, vous serez sollicité, j'imagine, pour vous demander tout ce qui a été enregistré, si vous apparaissez sur l'image, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit mis en ligne sur le site de Faire Inter ou sur un autre support Internet, voilà, puisque vous pouvez vous y opposer, bien sûr, vous le savez. Voilà, première chose, ça serait la mise en ligne des vidéos, qu'elles soient disponibles pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui s'intéressent d'une façon générale au ferroviaire. La deuxième chose, c'est la valorisation des communications. Donc, normalement, nous aurions dû avoir aujourd'hui un cadeau à faire à tous les communicants, à tous les rapporteurs, à tous les présidents de séance. C'est un livre qui est sorti il y a quelques jours aux éditions du Croquant, sous la direction de Hervé Champin, de Jean Finez et Hervé est là, et d'Alexandre Largier, qui a été longtemps sociologue à la SNCF. Et cet ouvrage, donc, qui est le fruit de colloques précédents, est sorti. Ça a été long. On voulait vous faire un cadeau. Et donc, ce n'est que partie remise. J'imagine que les livres auraient dû arriver. On vous les adressera d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, on va probablement faire un livre, au moins un livre, peut-être un numéro spécial de revue, mais voilà, on vous proposera de valoriser vos communications. Voilà. Alors, une autre perspective, c'est d'adhérer à Faire Inter. Bon, je suis secrétaire de Faire Inter. Le président Jean Finez, vous le savez, n'a pas pu venir et il le regrette vivement pour des raisons de santé. Voilà, donc Faire Inter va fêter ses 10 ans l'année prochaine ou dans 2 ans, hein, et on va faire bien sûr des manifestations scientifiques à cette occasion. Donc c'est adhérer à Faire Inter, c'est entrer dans un réseau qui compte une quarantaine de personnes. Il y a 3 composantes, il y a une composante d'enseignants-chercheurs, il y a une composante de cheminots, et il y a une composante d'usagers des chemins de fer. C'est une association extrêmement ouverte qui essaye, Jean en est adhérent, il peut en témoigner, ici il y a beaucoup d'autres adhérents, c'est une association qui essaye de fonctionner de la façon la moins hiérarchique possible, la plus horizontale. Il y a un bureau qui se réunit maintenant dans le cadre du Covid en ligne, mais voilà. Et il y a une liste de diffusion. N'importe qui peut envoyer des messages sur cette liste de diffusion. Elle n'est pas modérée. Ce n'est pas une avalanche de messages, hein, je vous rassure. Voilà. Donc, je vous invite à adhérer. Ce colloque est l'occasion d'internationaliser davantage encore Faire Inter. C'est une association, il faut le dire, essentiellement française, mais qui a des représentants dans différents pays, 3 ou 4 pays, 1 ou 2 représentants à chaque fois. Donc vous voyez, le centre de gravité est nettement en France. Et ce colloque pourrait être l'occasion que le centre de gravité se déplace vers on va dire vers Quiévrin. Voilà. Et vraiment, ça, pour nous, c'est très important. Hein, je le disais hier matin, Faire Inter, dans Faire Inter, il y a bien sûr international. Hein, ça nous paraît très important d'avoir cette perspective internationale, et notamment parce que comparer des réalités, ça a une profonde valeur heuristique. Hein, ça favorise la découverte, et ceci nous paraît très important. Voilà, j'ai quasiment fini. Je crois qu'on peut dire que Faire Inter, c'est une association de sciences citoyennes.
Il y a à la fois des scientifiques dedans, des chercheurs en sciences sociales, des ingénieurs, des personnes qui ont la double casquette, mais c'est aussi voilà, des personnes qui veulent une réflexion rationnelle sur le ferroviaire. Dans nos projets, il y a un projet de dictionnaire. Alors j'ai vu que Frédéric de Kemeter avec Mediarail lançait un dictionnaire. C'est un projet que nous, on a depuis plusieurs années. On a des intentions d'articles. Voilà, on pourrait tout à fait rapprocher nos forces et notre énergie. Voilà. Alors là, je parle à titre purement personnel. J'en ai parlé avec personne d'autre. Mais RAICOP ce matin, je crois que voilà... on voit que ça passionne les gens, c'est bien normal, c'est quelque chose de neuf, c'est voilà. Faire une journée d'études sur RAICOP, en tout cas, moi, c'est un truc que je proposerais à Faire Inter. Je crois que ça pourrait intéresser beaucoup de monde, avec des acteurs, avec des observateurs, des analystes. C'est une idée parmi d'autres. Et puis, voilà, Faire Inter est une association extrêmement ouverte, donc n'importe quel adhérent peut proposer des idées de journées d'études, de colloques, etc. Mais voilà, on trouve des financements. Hein. On est capable d'obtenir des financements, notamment de la MSH Paris-Saclay, qui a beaucoup d'argent. Il faut faire des projets, il faut les présenter. C'est un boulot. Hein. Voilà. Mais voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'ai terminé. Il est temps d'aller boire un verre de l'amitié. Parce qu'on a soif et qu'on est fatigué après 2 jours. Juste une petite anecdote. Hier soir, j'avais l'impression que ça faisait 3 jours qu'on était en colloque, alors que ça avait duré qu'une journée. Ça dit quelque chose, certes du vieillissement du témoin, mais ça dit aussi quelque chose de l'intensité des discussions, quoi. Voilà, merci beaucoup.